Oui, oui, oui. Et on y est, c'est bon. Tout va bien. C'est du just in time aujourd'hui, qui a 5 minutes. On règle au millimètre, comme d'habitude. Mais on va peut-être te présenter d'abord, Sébastien. Qui es-tu? Tu travailles chez qui? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Donc, moi, je suis le directeur des infrastructures du groupe Econocom. Donc, la partie groupe, pas la partie service, entreprise, etc., tout ce qui va autour. Je gère la totalité des infrastructures qui servent l'ensemble des employés de la société et les distributeurs. Tous les partenariats et les entreprises qui sont, on va dire, dans la nébuleuse du groupe, notamment, je pense aux abeilles qui sont des remorqueurs de haute mer qui n'ont rien à voir avec l'activité principale. Donc, je gère toutes ces infrastructures-là. Historiquement, je suis passé par un IaaS qui s'appelle Outscale, un SaaS qui s'appelle Drive. Et donc, j'ai récupéré toutes ces expériences aujourd'hui et j'essaye de pousser des solutions qui soient, on va dire, moins contraignantes d'un point de vue licence et d'un point de vue contrainte système et applicative pour essayer de se donner un peu de flexibilité et de vie un peu plus agréable au sein des systèmes d'information d'un groupe de la taille d'Econocom. On a aujourd'hui, quand je suis arrivé il y a 18 mois, on avait à peu près 1800 VM qui étaient en production à la fois sur du VMware et sur de l'Azure. Il me semble qu'aujourd'hui, on a dû réduire la moitié à peu près l'ensemble du périmètre. Et donc l'exercice... Pas tout à fait. Non, je fais l'introduction. Et l'exercice Proxmox pour nous, c'était en avance de phase, parce que tout ça n'était pas du tout prévu à l'avance. On était vraiment dans une logique de... J'ai un environnement physique qui est quand même assez vieillissant, j'ai un tas de VM qui tourne dans tous les sens depuis des années. Et l'idée, c'était de se dire, on va en profiter pour faire du ménage, de l'optimisation, de la réorganisation, et puis changer un peu le paradigme de l'ensemble du système d'information des sociétés. Et là-dedans, en fait, Yannick se faisait un peu. Merci beaucoup. Est-ce que déjà les gens connaissent Econocom dans la pièce? Vous en avez entendu parler? J'ai entendu oui, j'ai entendu non. Si vous voulez quelques idées, en gros, c'est une entreprise qui est présente dans 18 pays européens, principalement. On était historiquement sur l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada. C'est une activité qui est arrêtée depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est une entreprise qui a en direct une dizaine de milliers de salariés et à peu près 6000 personnes qui travaillent à la fois en tant que distributeurs partenaires et entités annexes qui ne sont pas directement liées à l'activité du groupe. Alors, moi je m'appelle Alexandre, je travaille chez MX. Je pense que l'objet du focus de cette présentation, ça va surtout être Sébastien et ce qu'il a pu faire chez Econocom avec Proxmox en remplacement de VMware. Sachant que c'est qu'une seule partie de ce qui se passe dans le groupe et une partie quand même non négligeable. Alors, je vais parler juste des mix 2 secondes. Nous, on est une petite société, on est franco-français, on n'a pas de paroisse en termes de technologie, donc on touche tout à fait à du VMware, mais on utilise également, on intègre beaucoup de solutions open source. Quand je dis intègre, c'est dans nos offres, puisque nous, notre métier, c'est on infogère le plateforme pour le compte des clients, en H24 la plupart du temps. Et voilà, on est très positionné sur du sur-mesure, tout ce qui est compliqué avec les enjeux. Nos équipes à l'intérieur, c'est des gens qui ont 10 à 15 ans d'expérience. La totalité des ingés chez MX sont 20, 25, ça dépend du nombre d'embauches en tout cas. Voilà. Et sans plus attendre, on va avancer. Alors, c'est la plus belle slide. Voilà, on va passer à la suite. Il y a Sébastien qui est là, qui est un de mes associés, qui lui a eu la chance de toucher même à Xen au début quand ça faisait de la paravirtualisation. Donc il a vécu un petit peu ça tout du long. Je crois que le dernier truc banard qu'on avait, on a enlevé il y a 3-4 ans pour passer sur la totalité sur KVM. En tout cas chez Elix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans le cadre du travail qu'on a fait avec Econocom, je pense que ce qui est important, c'était un petit peu de phaser un petit peu ce qui s'est passé. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer, tu as parlé du contexte, de ce qui existait chez vous, mais comment vous avez pris cette décision? Bon, évidemment, tu es à la source un petit peu de tout ça, mais comment vous avez réussi à prendre la décision chez Econocom de remettre en question VMware, peut-être facilité par le surcoût? Comment vous êtes dit, on passe à Proxmox? Donc, la partie décisionnaire a été, à mon sens, de loin la plus compliquée, puisqu'il faut arriver à convaincre une direction générale qui ne sait fonctionner qu'avec des grandes marques d'entreprises qui sont aussi lourdes en termes de chiffre d'affaires. Donc, la première approche a été de leur expliquer qu'en fait, on a des budgets qui ne sont pas extensibles à l'infini, on a des besoins en système d'information qui sont de plus en plus importants,
et que pour arriver à faire en sorte qu'on arrive à faire matcher des budgets d'un côté, des besoins opérationnels de l'autre et des besoins de croissance, de flexibilité, etc., là, il faut commencer à réfléchir autrement que j'achète la grosse boîte et puis j'ai mon marge. Donc la première démarche a été de leur faire voir en vrai ce que c'était, que ça faisait à peu près la même chose, qu'il n'y avait pas, dans les features dont on avait besoin, on n'avait rien d'extraordinaire qui nous manquait. Bon, il y avait quelques trucs, mais ça c'est des choses qui sont en train de, en plus d'être comblées au fur et à mesure au niveau de la communauté. Et que le simple fait de dire je fais fi de la question licence pour me focaliser sur du hardware un peu péchu et ne plus avoir de problème de je dois renouveler ma licence, donc je commence à accueillir du legacy et au bout d'un moment ça devient impossible à gérer. Là on est dans une logique où on a pris le pari de dire la maintenance du système d'information, enfin de la partie logicielle, bah, c'est plus un vrai sujet. Et puis on peut vivre avec du hardware qui va commencer peut-être un peu à vieillir, mais ça nous permet quand même de faire fonctionner l'ensemble et puis d'évoluer avec le temps sans être contraint à la fois par les évolutions du fournisseur hardware, par les évolutions du fournisseur des logiciels et les contraintes de licence qui sont aujourd'hui le problème principal de tout le monde chez VMware. Ça a pris combien de temps cette réflexion? Voilà, la réflexion pour moi a été assez rapide puisqu'en fait les points principaux que je devais prendre en compte c'était la maturité des équipes, ça c'est un des problèmes. Si ça tenait qu'à moi, c'est sur Kubernetes, c'est beau. Mais bon, la maturité des équipes, il faut des gens qui sachent faire. Il faut un système qui soit facile à vivre au quotidien. Du coup, ça nous a un petit peu écarté de tout ce qui était OpenStack, CloudStack et compagnie, parce que c'est une usine à gaz et c'est un peu plus compliqué au pilotage quotidien. Les features dont on a besoin pour fonctionner, bah, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc, au fur et à mesure, en fait, on a évacué les différents candidats que l'on avait en alternative à VMware. Et donc, de fait, on s'est retrouvé naturellement à s'orienter vers Proxmox, que j'avais déjà utilisé par ailleurs, donc pour le coup, oui, je ne découvrais pas la solution, qui n'était pas trop contraint. Et en gros, c'était de se dire, il nous faut un cloud privé, puisque de toute façon, on a des parties qui vont devoir être dans le cloud privé. Le cloud privé historique était VMware, avec une ancienne version, avec des failles de sécurité, avec de la maintenance ratée à plein d'étapes. Donc, la décision a été rapide, une fois qu'on l'a présenté ensemble, l'argument, de toute façon, c'est la nation à chaque fois, c'est le coût. Le coût licence transféré sur le coût infrastructure physique. Du coup, je me fais un OPEX une bonne fois pour toutes et j'ai plus de. Enfin, j'ai un gros CAPEX une bonne fois pour toutes et après, j'ai plus mes OPEX tous les ans au niveau des montées de version. Et je peux gérer un cycle de vie du hardware, ce qui est beaucoup plus compliqué quand on est avec de l'ESXi, puisque Econocom étant une entreprise qui distribue aussi de l'infrastructure physique, on se retrouve à avoir des relations avec HP, IBM, enfin, Lenovo et Dell et tous les autres. Et donc, pour donner aussi un coup de pouce côté business, on est appelé aussi à se fournir en hardware chez un peu tout le monde. Donc, du coup, j'ai un environnement qui est disparate. Bon, bah, le fait d'utiliser Proxmox, ça fait une couche d'abstraction complète sur le physique et des choses que vous n'avez pas envisagé du Nutanix, par exemple, des choses comme ça intégrées au niveau hardware? Alors non, on n'avait pas envisagé du Nutanix parce que ça nous rajoutait encore un coût, une partie licence, une partie il faut se réadapter, réapprendre, etc. Et les gens que l'on avaient tous déjà fait du Proxmox par ailleurs. Donc la marche à monter pour passer du je fais du VMware à je fais du Proxmox, d'un point de vue opérationnel au niveau des équipes, c'était très limité puisque tout le monde avait déjà un peu touché. Donc il fallait juste un peu de remise à niveau de tout le monde et on était bon sur la partie opérationnelle quotidienne. Okay, bon, moi, ce que je peux faire comme retour par ailleurs, parce qu'on fait face à plusieurs types de clients, c'est vrai que quand tu as vu arriver, bah, on savait que vous aviez un inventaire à peu près correct de tout ce qui existait avant, une compréhension réelle de vos besoins, une projection de ce que vous alliez faire derrière, etc. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, en fait. Savoir où on va, parfois, il y a des plateformes qui vivent au sein de sociétés avec le patron qui a changé de poste, etc. Puis on se retrouve avec des clusters qui sont peu maintenus. Et où les gens ne savent pas réellement où ils vont. Est-ce que mon utilisation actuelle, elle est de 100% du truc? Est-ce que c'est surchargé? Est-ce que c'est sous-dimensionné? C'est difficile à dire. Moi, je pense que dans cette phase, et ne vous inquiétez pas, on va parler pratico-pratique après, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment ça s'est fait. L'important, il y a un peu d'analyse. Comme c'est un cluster qui a pour but quand même de densifier les infrastructures et de rapprocher plein d'éléments, et ben on perd vite la visibilité de ce qu'on cherche à faire in fine avec ce genre de technique. Et je pense que... Trop bas, du coup. Ouais, désolé. J'ai une preuve d'épaule en plus, donc ça n'est pas... donc on perd vite le nord dans ce genre de choses. Il est super important de comprendre son utilisation existante avant d'envisager de migrer aussi de technique.
Je pense que c'est une des conditions. Donc, voilà, on va parler un peu de préparation. Alors, d'un point de vue technique, quand on a discuté avec vous au début, la première chose qu'on a fait, ça c'est un peu la méthodémique, c'est on essaie d'être en contact permanent, un channel, histoire de pouvoir être très très fluide avec les intervenants de ton côté et de notre côté qui vont être ajoutés et qui vont pouvoir apprendre à se connaître aussi au début. Hein. C'est important de se renifler, de savoir bosser ensemble. Je pense que c'est un critère important. Si je regarde vite fait ce qu'il y a sur le slide, c'est vraiment juste du support, mais c'est pour vous dire que on a eu un gros aspect partage de ce référencement, ce qui était en place chez Econocom, comprendre un petit peu l'architecture et comment le cluster de virtualisation existant était articulé dans le SI global, dans l'infrastructure, puisqu'on parle de techno VMware à Quantox, c'est bien gentil, mais il y a quand même beaucoup de choses autour. Il y a le hardware en dessous, qui là a été changé, remplacé avec des nouveaux équipements. Mais le réseau autour de ça reste en place. Et parfois, évidemment, le stockage reste aussi en place. Là, on a pas mal. On a fait un peu table rase. L'idée, c'était effectivement de dire OK, on a un certain nombre d'années on va dire, à mettre à la retraite. Donc oui, on a eu la décision, on a pris la décision en fait de faire une grosse opération de nettoyage. Elle s'est faite en 2 étapes. Hein. On avait démarré en passant dans une logique un cluster pour faire tout, ça devait à peu près faire. Et on est passé à 3 clusters en fait. Parce que, la première évolution a tellement plu qu'en fait on nous a ouvert les vannes pour la suite. Du coup, ça. Voilà. Les CI, c'est l'adopter. C'est presque ça. Non, mais un peu normal aussi, c'est quand on est fébrile en termes de décision, c'est pas c'était volontaire, mais bon, il faut que ça soit assumé par toute la bonne. Il faut aussi pouvoir mettre des étapes, des jalons, et surtout avoir des beaux succès sur ces premières étapes pour que tout le monde soit heureux et que ça se prenne. Donc, il y a un point qui est important aussi à mentionner quand vous avez commencé à bosser avec nous. On a passé, je pense que c'était une journée quasiment complète en conférence call tous ensemble, donc les équipes techniques des uns et des autres, pour passer en vue la totalité du périmètre, faire une démonstration avec un cluster qui prend en production, pour dire voilà, ça se passe comme ça. Quand vous faisiez ça avec VMware, ça correspond à ça de l'autre côté. Donc du coup, les équipes ont très vite fait le branchement entre les deux côtés, entre l'ancien VMware et la future solution. Ouais, j'en reparlerai un petit peu après, mais je pense que l'aspect humain, les compétences, etc., c'est quelque chose de clé également. Petit aspect de préparation lié plutôt à Linux, c'est comme on est amené à faire du run de plateforme, nous on a besoin d'avoir accès à cette plateforme distante qui peut tourner chez le client ou chez un club provider. Et on a 2 types de canaux à ouvrir, un canal de supervision pour remonter les informations, se déclencher, etc., puis un canal d'accès à distance. Ces derniers temps, on utilise des techniques Zero Trust comme Teleport. Je ne sais pas si les gens dans la salle connaissent un petit peu. Ça nous permet d'auditer tout ce qui se passe et de fournir aux clients une visibilité totale sur nos actions, sur ce qu'on peut faire à distance. Donc, on a dû se monter un petit VPN PSA et donc on a dû parler. J'en ai mon dos à couper parce que c'est pour moi qui l'ai fait, mais avec l'équipe sécurité à un moment donné pour avoir des accès, monter tout ça, monter correctement, etc. Tout le monde sait que ça prend du temps, j'imagine. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir des résultats probants et des succès, il y a pas mal d'énergie à dépenser. Alors, en termes d'installation, on avait commencé avec 2 clusters Proxmox VE. On y a ajouté tout ce qui est la solution Proxmox Backup Server. Pour juste donner un ordre d'idée, voilà, les HV ils ont 2 terrains. Il y avait 1 terrain pour ce que j'avais. C'est assez naturel de toute façon dans la virtualisation d'avoir les machines, si j'ose dire, presque les plus grosses possibles, le temps qu'on en a assez pour faire de la redondance. Vous êtes occupé finalement de l'installation de tous ces équipements, de tout ce hardware, de toute la mise en place équipementier. Oui, la première partie, effectivement, c'est le rackage, le câblage, la configuration initiale des IDRAC, etc., pour vous donner les accès. Derrière, donc, on a récupéré accès aux IPMI, aux IDRAC et aux UI des solutions de stockage pour tout préconfigurer, tout installer les fonctions, etc. Et je pense que derrière, ce qui était notable, c'est peut-être les intégrations qu'il y a eu. Donc, comme je le disais, installer du Proxmox, en vérité, c'est relativement facile. À partir du moment où on a des accès, les Proxmox, ça s'installe facilement. Après, chacun a sa petite recette pour adapter la conf. Ce qui est toujours sur mesure, toujours un peu plus compliqué, c'est l'intégration avec l'écosystème autour. Donc là, on avait 2 types de stockage, 2 labels attachés,
par à côté, et puis du Ceph en hyper-convergé à l'intérieur du Proxmox. Donc, c'est habituel d'avoir plusieurs topologies de stockage à côté d'un cluster de virtualisation. Proxmox ne fait pas exception. Si on se pose la question, on peut faire beaucoup de choses différentes en termes d'attachement de stockage. Je crois que j'ai eu la question tout à l'heure avant, est-ce qu'on peut faire du fiber channel? Voilà, donc, si j'ose dire, les possibilités sont très très larges. Après, la question sera quel est votre équipementier exactement, quelle est votre architecture exactement pour pouvoir répondre à la question est-ce que ça va être bon ou pas. Bon, l'intégration est là pour l'authentification. Tiens, sur Proxmox Backup Server 3.2, ça, je ne sais même plus ce qu'il y avait exactement comme particularité. Je te fais une question piège pour tout à l'heure. Alors, en termes de migration, je pense que, comme tu l'as expliqué, on a essayé de montrer un petit peu comment ça se passait entre VMware et Proxmox de façon très pratico-pratique. Vous faites ci, ça se fait comme ça, etc. Déjà, c'était une occasion pour nous aussi de montrer qu'on avait le savoir-faire et de vous dire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on a l'habitude, voilà. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu quel a été le ressenti de tes équipes au début, au milieu, à la fin. Comment ça a pu évoluer tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés? Tu as fait appel à d'autres ressources? Comment ça s'est passé humainement un peu cette partie-là? Alors, humainement, les premières interventions ont été assez compliquées. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup de réticence à ne serait-ce qu'envisager de pouvoir bouger quoi que ce soit. Ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu convaincre un peu les divas qu'on pouvait faire autrement. Alors, ça a pris quelques semaines. Je pense qu'il y a notamment quelqu'un qui, d'ailleurs, ne fait plus partie de l'équipe aujourd'hui, parce que c'est des environnements, des approches qui ne lui convenaient pas, donc il a fini par aller poursuivre sa carrière chez un de nos concurrents. Mais le reste de l'équipe a très bien accepté la chose, puisque c'est. Alors j'ai de la chance, j'ai des équipes qui ont des esprits très ouverts en général, et donc les choses nouvelles, ça les intéresse, ils veulent apprendre, ils veulent regarder, ils veulent tester, etc. Mais ils sont dedans très vite. Donc à part une auto-réticence, l'équipe en général a beaucoup apprécié la chose parce que c'était quelque chose de nouveau dans son activité. Et ensuite, on a effectivement restaffé un peu l'équipe, on a été récupérer des ingénieurs que l'on connaissait, qui étaient déjà un peu capés sur la question Proxmox, de façon à ce qu'on puisse gérer en fait nos migrations avec MX d'un côté et les opérations qu'on pouvait faire nous-mêmes et qui étaient des opérations normales. Donc du coup, on a restaffé notre équipe en apportant un petit peu de compétences Proxmox existantes d'un côté et en formant et en montant en compétences sur l'équipe existante. Alors, je rebondis un petit peu là-dessus. Je parlais de Kubernetes tout à l'heure, c'est le grand saut si on veut remplacer VMware et tout. Je pense que ce n'est pas le but de cette discussion, mais il y a un peu un parallèle, c'est est-ce qu'on a les expertises pour le faire? Là, c'est un peu pareil. On a beau garder le même type de technologie, on passe de VMware à Proxmox, donc de 1, on change de techno, et de 2, on passe dans le mode open source. Je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit, des gens qui sont habitués à du vendor, on dit « Ah, mais l'open source, c'est de la merde ». Ça dépend ce que tu en fais, peut-être toi, tu en fais de la merde, c'est possible. Et donc, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une sorte de d'hérissement du poil des gens qui ont l'habitude de faire du vendor, éventuellement passer open source. Heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Heureusement, il y a des gens qui adhèrent. Et ce que je voulais faire ressortir là, c'est qu'il y a un enjeu monumental qui n'est pas spécialement chiffré dans les études, comparo, etc., et qui est la conduite du changement, comme on l'appelle, mais qui est de façon pratico-pratique du changement techno. Donc déjà, ça, c'est du changement. Et en plus, dans un modèle open source, donc qui fait peur. Les gens qui ont créé quelque chose de stable, qui fonctionne bien, où ils ont des habitudes, etc., vont avoir mécaniquement beaucoup plus de difficultés à partir là-dessus. L'objectif que j'avais aussi en sous-main, c'était aussi de casser un peu les habitudes et de remettre un peu de dynamisme dans tout ça. Parce que dans une maison qui existe depuis une cinquantaine d'années, a forcément accumulé une quantité d'habitudes pas forcément top, ou du moins des habitudes qui fonctionnaient très bien dans les années 90, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc effectivement, c'était aussi un des objectifs, c'était de secouer un peu tout le monde et voir un peu qui prenait le mouvement et en profitait pour évoluer, et ceux qui n'avaient pas envie et qui préféraient rester tout en charge dans leur train. Bon, alors il y a eu un petit peu de boulot quand même, puisqu'il y avait un paquet de VM à migrer sur ces clusters, des choses modernes, des choses moins modernes. Je pense que ça peut intéresser les gens d'avoir ce retour d'expérience. Le legacy, quand on migre d'une techno à une autre, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés? Peut-être partir du modèle en se disant ça passe à peu près tout seul.
Alors, pour être tout à fait clair, on a eu des problèmes qu'avec trois items. Et encore, le troisième, on a réglé la semaine dernière. On a eu des soucis avec des Windows 2000. Ça ne surprend personne. On a eu quelques problèmes avec des Windows 2000. Heureusement, il n'y avait pas des quantités industrielles. Et je pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Windows 2000 dans la salle? Allez, vous pouvez te mettre. Ah, voilà, il y en a au moins un. On a tous des legacy. Donc, il y avait une petite dizaine de 2000 qui ont été un peu casse-pieds. Pour partie, on a réglé le problème en les montant de version quand c'était possible. Et les deux qui sont restés problématiques, et on a décidé de ne pas passer plus de temps que ça à s'embêter avec, sont sur des applications qui, de toute façon, sont destinées à disparaître. Donc, on les a laissés sur un vieux VM dans un coin, et puis ça ira bien comme ça. Donc, on n'est pas coincé vraiment, même avec un peu de legacy, on n'est pas 100% coincé. On a quelques éléments qui bloquent un peu, mais sur 800 et quelques VM, il y en a 3 qui sont pas passés des premiers coups, qui ne sont pas passés simplement. Et la troisième, c'est une appliance Ucopia qui nous cassait les pieds avec des histoires de VLAN tagués. Donc, bon, ça, c'est un problème qui a été réglé par les gens de réseau. On a basculé, ça marche. Donc, globalement, la plus grosse problématique, c'était sur ça. Ensuite, les points un petit peu touchy, c'est quand vous avez des OS en 32 bits, il faut basculer. Donc, c'était un petit peu reculé, mais on n'est pas revenu sur notre problème. Donc, tout ce qui était jusqu'à 2008 en 32 bits, un petit peu chaud. À partir de 2008 R2, tout s'est passé sans trop de soucis. Je pense que c'est important de comprendre ça, c'est que les OS modernes ils sont prévus un peu pour être lancés sur différents types d'infrastructures, notamment chez les clouds. Donc, ils ont l'habitude de, entre guillemets, d'auto-reconfiguration, d'avoir un minimum de drivers préinstallés, ou d'être un minimum tout-terrain. Sur les anciens OS, c'est quand même beaucoup plus à façon en fonction du type d'installation historique, et donc il peut y avoir des gros impacts, des changements de kernel, qu'on parle de Linux ou de Windows, peu importe. Les vieux OS nécessitent peut-être un peu plus de travail, malgré le fait qu'au niveau virtualisation, on arrive à émuler beaucoup de choses. Et je pense que notamment Proxmox, avec la touche KVM derrière, arrive à émuler beaucoup de types d'équipements, ce qui rend la solution assez pratique, assez flexible. Le point qui a été assez satisfaisant, c'est effectivement, on s'était dit, tout ce qui est 32 bits, on va galérer comme c'est pas permis, en fait. Donc, on n'a pas eu énormément de problèmes. Il faut y mettre le temps, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut que ce soit fait. Mais non, ça n'a pas été trop compliqué. Là où on a eu beaucoup de difficultés, c'est dans tous les environnements où on subit en fait une première phase de physique à VMware, et où le housekeeping n'a pas été fait après la migration. Donc on se retrouve à avoir des migrations à faire avec des outils qui se trouvent avec des pilotes et des drivers et des machins qui sont propriétaires d'un constructeur physique. Déjà basculé sur VMware, et quand vous reprenez la VM pour la basculer sur Proxmox, alors là il faut faire le ménage avant, parce que sinon vous vous en sortez pas. C'est là où vous tombez dans un espèce de cercle infernal, où vous essayez un truc, ça marche pas, vous essayez un autre truc, ça marche pas, puis en fait, au bout de 3 jours de travail sur une pauvre VM, vous apercevez que c'est juste parce qu'il y a un driver là, que personne n'avait supprimé et qui pose le problème sur l'ensemble de l'application. C'est un petit détail technique sur les drivers, donc vous aurez l'occasion, avec une solution comme Proxmox, comme d'autres, d'émuler différents types d'équipements. Il y a une pseudo-compatibilité VMware qui est facilitée, je dirais, à l'accostage de VM, quand on va avoir de VMware sans trop la changer pour la sur Proxmox. Après, vous aurez peut-être l'envie quand même de bénéficier de l'ajout de performance de certains drivers, comme tout ce qui est Viataio, qui permettent au niveau réseau, au niveau disque, à un certain nombre d'endroits d'accélérer un petit peu et d'avoir des optimisations de performance. Mais bon, là, la question, ça devient comment je traite la masse, la migration de masse. J'ai une petite astérisque pour terminer ce slide, c'est qu'on n'a pas eu cet outil-là, mais il y a un outil qui est sorti entre-temps qui permet un peu de manipuler les VMA avec Proxmox et de se dire automatiquement je stoppe la VM, je la transfère et je la restarte à la fin sur Proxmox, ce qui évite pas mal de scripting, manipulation manuelle si c'est organisé comme ça. Il y a 5 minutes, on est dans les temps. Ouais, dans les questions. Donc 5 minutes et après les questions-réponses. Non, les questions tout de suite. Et ben voilà. Non, mais fini la slide. De toute façon, pour moi, c'était fini. Ouais, on a fait à peu près le tour. Le but, c'était juste de vous expliquer que là, on est dans un modèle aujourd'hui d'infogérance. Donc, on aide les équipes d'Econocom quand elles ont des questions de difficultés techniques particulières, parfois sur l'élimination de VM. Mais surtout, on s'assure de la disponibilité de la plateforme, et ce, en H24, en fonction du type.
Notre premier prochain challenge, c'est de rapatrier du Azure sur les Proxmox. Alors, des questions. Donc Sébastien Marchalier, Société Outils. Moi, j'avais une question sur les temps de migration effectifs depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Tout à l'heure, vous parliez de derniers petits points de réglage, de savoir combien de temps vous Globalement, on a démarré, le projet en lui-même a démarré il y a 18 mois. On a effectivement commencé l'immigration au début de l'année et ça y est, on a terminé l'ensemble d'immigration la semaine dernière. Merci. Ça fait en gros 5 mois que les migrations sont en cours. Oui, les grosses opérations, ça fait 5-6 mois. Tout ce qui avance, c'est décisions, préparation, planification, inventaire, se mettre d'accord, créer des accès, le VPN, l'équipe sécu, tu te rappelles. Toujours se rappeler quand il y a une discussion sécu, rajouter un mot dans ta vie. Et derrière des migrations, après, tu as expliqué qu'il y avait déjà un premier cluster, que ça avait amené à en faire d'autres derrière. Oui, alors en matière d'architecture, on était parti sur un gros cluster pour mettre production, administration et des backups dessus. L'architecture qu'on a fabriquée, et là c'est ma faute, mais écoute pas, on avait inséré le Proxmox Backup Server sur la production, du coup on avait des latences et des vitesses de backup assez pourries. Donc on a décidé de faire un changement radical. On est passé sur un cluster de production. Donc le cluster d'origine est resté production, 100% dédié. On a construit un deuxième cluster pour tout ce qui est outils d'administration. Quand je parle des outils d'administration, c'est tous les outillages pour l'équipe système et infra. Donc c'est les proxys, les outils d'authentification, les outils de supervision, tous les outils d'audit et compagnie. Tout ça, ça va passer sur la partie Proxmox d'administration, et un cluster dédié uniquement au backup. C'est-à-dire qu'en fait, on a une grosse OS, une Neo 484 qui n'était pas marquée sur la liste. La 484, en fait, elle est dédiée à 100% au stockage des backups, avec du staging sur les SSD dans les deux computers. Merci, c'est Alcar de Saint-Sac. J'ai deux petites questions. La première, c'est comment vous allez gérer la migration et les activités en cours, en cours. Et deuxième question, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris si vous avez choisi une nouvelle façon de la virtualisation vers les conteneurs, ou vous allez rester sur le même type de virtualisation. Alors, je vais pas avoir grand-chose à répondre aux questions, en fait, finalement, c'est plutôt à toi d'y répondre. Mais je vais quand même dire un petit Les containers, je sais, c'est oui, bah oui. Oui, du Kubernetes avec des conteneurs en dessous de Proxmox, il y a moyen d'ailleurs, on en voit tous les jours, et je rebondis pas souvent sur ta ligne. Donc, il y en a, peut-être, voilà, je te laisse la parole. Alors oui, effectivement, on est resté sur une entreprise comme la nôtre, c'est 99% d'ADM. Et ça va rester pendant un certain temps sur de l'ADM, puisque nos applicatifs, il y a une partie qui sont des applicatifs maison, qui n'ont pas du tout été pensés pour être transférés sur des containers. À titre d'information, on a à peu près une vingtaine d'AS400 toujours en production. Donc on n'est pas en train de changer cette partie-là de façon gigantesque. En revanche, tout ce qui va autour, tout ce qui est applications plus récentes, qui sont directement liées aux activités quotidiennes, celles-ci ne seront pas pour l'instant converties en container, pour la simple raison que je n'ai pas d'ingénieur suffisamment capé pour faire du produit Kubernetes. Donc on va rester sur cette techno-là. On fera du DevOps. Alors la raison pour laquelle on a monté un Kubernetes dans Proxmox, c'est pour les deux ingés qui sont habitués à faire du DevOps, essayer de commencer à faire de l'évangélisation sur l'ensemble des équipes. En fait, on est en train d'essayer de rentrer le coin quelque part, pour ensuite avancer sur la containerisation. Mais on a de toute façon un gros périmètre qui restera d'ADM plus rapide. Alors, je suis désolée, il y a encore beaucoup de questions, mais on ne veut pas retarder la ligne. Vous restez avec nous pendant la pause. Oui, bien sûr. Hein. Voilà, donc je vous inviterai pendant la pause qu'on fera juste après la présentation suivante à venir du coup vous poser des questions directement autour d'Abel. Voilà.